Mesdames et messieurs, est-ce que ça vous intéresserait de découvrir le quotidien des habitants durant l'Égypte ancienne? Alors, si tel est le cas, vous êtes sur la bonne vidéo. Donc, comme vous l'avez compris, dans cette vidéo, nous allons parler du quotidien qui rythmait la vie des habitants il y a de ça très longtemps, plus précisément durant l'Égypte ancienne, en passant des techniques agricoles utilisées aux artisans de qualité qui fabriquaient des sculptures, des statues à l'effigie des dieux, mais aussi qui étaient à l'origine des grands monuments tels que les pyramides, comme une vidéo que j'ai fait il y a pas trop longtemps. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la regarder. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à aller checker la description où vous pourrez retrouver le timecode que j'utilise pour tous les documentaires. Et surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura une petite surprise, voilà, annonce un peu projet, voilà, j'en dis pas plus. Je vous laisse aller découvrir ça en fin de vidéo. Et sur ce, c'était le hibou pour vous servir. Allez, ciao! Bienvenue dans Construire l'Égypte ancienne. Construits en briques crues, les plus anciens bâtiments égyptiens n'étaient pas destinés à durer. Seuls les temples et les monuments funéraires avaient pour vocation de résister au temps. Pour ces édifices de première importance, les Égyptiens employaient du calcaire, du grès et des matériaux plus durs, tels que le granit, le quartzite et le travertin. Ces lourds blocs de pierre étaient si recherchés qu'ils étaient souvent acheminés depuis des carrières situées à des centaines de kilomètres. Le calcaire était très répandu sur la rive est du Nil et très facile à extraire. Ce calcaire contenait cependant des fossiles marins, ce qui le rendait difficile à décorer et à polir. Il était utilisé comme matériau de construction de base, le bâtiment recevant ensuite une finition en calcaire plus fin, poli et décoré en fonction des besoins. Le calcaire a été employé pour la construction des premières pyramides et de la plupart des édifices religieux de l'Ancien et du Moyen Empire. Les Égyptiens préféraient utiliser des socles rocheux sédimentaires ou des couches telles que du grès et du calcaire parce qu'il était plus facile d'en extraire la pierre. La méthode la plus courante était l'extraction à ciel ouvert. Les carriers cherchaient de la pierre de qualité, la taillaient et l'extrayaient sur place. Ces carrières permettaient à de nombreux ouvriers de travailler en même temps, ce qui augmentait la productivité. Les ouvriers traçaient un vaste carroyage sur le sol en veillant à conserver de l'espace entre les blocs. Ceux-ci séparaient les blocs et créaient une tranchée, facilitant le détachement du socle. Les carriers utilisaient des ciseaux en pierre pour la pierre dure et en bronze ou en cuivre pour la pierre plus tendre, comme le calcaire. En retirant de la matière entre les blocs, on dégageait une ligne de tranchée. Elle était parfois assez large pour accueillir un ouvrier qui taillait alors intégralement la pierre sur place. Pour les roches dures, telles que le granit, les ouvriers pratiquaient des trous et y enfonçaient des coins en bois. Ils mouillaient ensuite le bois pour le faire gonfler, ce qui fracturait la roche. La technique d'extraction en galerie était employée lorsque la roche souhaitée était recouverte de couches inutilisables. Cette méthode était souvent nécessaire pour extraire le calcaire blanc et fin utilisé pour les finitions. Les carriers commençaient par creuser pour atteindre le niveau de la roche désirée. Lorsqu'une paroi de pierre souhaitée était exposée, ils en détachaient de petits blocs. Cette fosse nécessitait une plateforme en pente. Conçue comme un escalier, elle permettait de libérer plusieurs galeries de blocs. Pour couper la pierre, ils créaient une faille longitudinale, puis taillaient la roche à 90 degrés. La partie inférieure était déterminée selon les couches géologiques ou en utilisant une coupe horizontale. Des morceaux de bois étaient enfoncés dans la pierre à coups de maillet, et les ondes de choc qu'ils provoquaient créaient des fractures. Pour conserver une certaine stabilité durant l'extraction, les ouvriers laissaient des sections de roche en place afin de garantir un soutien. Chaque carrière abritait des sanctuaires afin d'offrir une protection aux ouvriers. Serket, la déesse des scorpions, était considérée par les carriers comme une puissante divinité protectrice. Toutes les mines et carrières de l'Égypte ancienne
avait recours à un charmeur de scorpions, dont les pouvoirs magiques étaient censés éloigner ces dangereux arthropodes. Bienvenue dans Ouvriers et Transports. L'État fournissait aux ouvriers logements et repas, que ceux-ci soient employés à la construction des pyramides ou dans les carrières. Les ouvriers des pyramides et des nécropoles royales étaient logés dans des villages permanents, tels que Der El Médine. Les ouvriers des carrières vivaient dans des logements temporaires. Des porteurs de sable chargés de préparer le gypse aux fabricants de briques, aux tailleurs de pierre qui s'occupaient des blocs, des ouvriers de toutes compétences étaient employés. Les architectes et ingénieurs travaillaient toute l'année, alors que la main-d'œuvre était souvent constituée de paysans qui travaillaient dans les carrières ou sur les chantiers pendant la saison de la crue du Nil. Les manœuvres, sans qualification et donc polyvalents, étaient chargés des travaux les plus durs. Beaucoup étaient des paysans qui se joignaient au chantier pendant la morte saison. Des hiéroglyphes découverts dans les villages d'ouvriers indiquent les appellations des différents postes. Les recherches archéologiques ont montré que la nourriture n'était pas préparée ou stockée sur place, mais que les ouvriers recevaient des rations importantes de pain, de bière et de viande. Ces rations étaient gérées par un intendant installé à l'extérieur du village. Des guérisseurs étaient également présents pour s'occuper des blessés. Certaines carrières étaient proches du Nil, mais d'autres se trouvaient dans le désert et exigeaient de longues expéditions. Ces expéditions étaient organisées par l'État. Elles nécessitaient une logistique considérable et des effectifs très importants. Pour le transport des blocs par voie de terre, les ouvriers étaient non seulement confrontés au poids, mais aussi au frottement. Pour y remédier, ils dégageaient une piste dans le sol. Cette voie était parfois renforcée par des traverses sur lesquelles les blocs étaient transportés en traîneau. Dans la mesure du possible, on faisait tomber les blocs d'une hauteur sur le traîneau. Les ouvriers versaient ensuite de l'eau ou de l'argile devant le traîneau pour rendre la surface glissante. Ce n'est qu'au Nouvel Empire que les hommes furent remplacés par des animaux de trait. À la saison des crues, le Nil était plus large et plus profond, ce qui permettait l'acheminement de charges plus lourdes et de plus grande taille. Pour les carrières proches du fleuve, on dégageait des passages pour conduire les pierres à la berge. Les ports et les quais fluviaux facilitaient le transport des matériaux et du ravitaillement. Les pierres étaient stockées dans des entrepôts afin d'être disponibles dès le début de la saison de navigation en hiver. Des papyrus de Wadi al-Jarf évoquent une cargaison de calcaire destinée à la pyramide de Khéops pesant 70 à 80 tonnes, c'est-à-dire 30 blocs. Un de ces papyrus contient les notes d'un contremaître de la Grande Pyramide. Elles décrivent le transport de blocs de calcaire de la carrière de Toura jusqu'au site de la pyramide. D'autres papyrus contiennent les journaux de bord de marins, naviguant en mer Rouge et sur le Nil. Un bateau transportait généralement une quinzaine de tonnes, ce qui représentait 6 ou 7 blocs. Pour les charges plus importantes, comme les obélisques et les statues géantes, on employait des bateaux plus grands. Ce sont souvent eux qui sont représentés sur les murs des temples. Le transport fluvial était le moyen le plus efficace d'acheminer les blocs de pierre de la carrière au chantier. Ils étaient transportés par différentes sortes de bateaux. L'illustration la plus précise d'un transport fluvial dépeint la barge de la reine Hatshepsut avec son escorte de bateaux. Bienvenue dans Agriculture et saison. Si les oasis du désert étaient cultivées, la plupart des terres arables étaient en bordure du Nil. Les Égyptiens cultivaient 2 types de céréales, l'orge et une variété ancienne de blé appelée amidonier. Ces 2 ingrédients firent du pain et de la bière la base du régime alimentaire égyptien et une des clés majeures de son économie. L'époque ptolémaïque apporta de grands changements. Elle initia l'introduction de techniques agricoles et de nouvelles cultures telles que le riz, le blé dur et le millet perlé. L'augmentation considérable de la production agricole stimula l'économie du pays. Elle engendra une augmentation des capacités de stockage et de transport, ce qui facilita les échanges avec des régions lointaines. Les rations de pain et de bière faisaient partie d'un système de paiement en nature.
C'est sous cette forme que l'État payait les ouvriers des carrières et des chantiers. La bière était si importante aux yeux des Égyptiens qu'il existait une déesse du brassage, Ténénet. Ténénet est représentée sur de nombreuses peintures et sculptures. Le brassage était essentiellement une activité féminine. Afin d'accroître la production agricole, les terres fertiles furent divisées en lots et l'on encouragea la formation de vastes villages agricoles. Les plus grands propriétaires terriens étaient l'État et les temples. Selon les régions, les terres étaient gérées par des fonctionnaires ou louées à des individus. Les anciens Égyptiens utilisaient des outils rudimentaires. Le sol était brisé à la houe, puis des sillons étaient créés à l'arère. Les 3 saisons, connues sous le nom d'Aket, Péret et Chémou, reflétaient les différentes phases du processus agricole et les fluctuations naturelles du fleuve. Aket, la saison de la crue, commençait en juillet, avec l'apparition de Sirius dans le ciel. Péret était l'époque où les terres étaient cultivées, labourées et semées, sur la période courant d'octobre à novembre. Chémou, de mai à septembre, était la période des récoltes et de la perception de l'impôt. Le devoir du pharaon était de veiller sur son peuple et de maintenir l'ordre face au chaos. Les prêtres et les gouverneurs locaux tenaient eux aussi à apparaître comme des protecteurs du peuple. Malheureusement, des variations dans le débit du fleuve pouvaient entraîner une pénurie d'eau, ce qui avait des conséquences tragiques sur les récoltes de blé et d'orge. Le pharaon, les fonctionnaires et les prêtres savaient qu'ils devaient prouver leur capacité à éviter l'occurrence de tels désastres. Ils inventèrent donc l'histoire qui fut gravée sur la stèle de la famine. Elle débute alors que le pharaon s'inquiète pour son peuple. Le Nil n'avait pas fourni de crue depuis plusieurs années et la famine régnait. Djéser voulut alors s'adresser à Khnoum, dieu protecteur de la région, l'entité à l'origine de la sécheresse. Djéser fit des offrandes aux dieux et ordonna à ses prêtres de restaurer le temple de Khnoum. Ces offrandes plurent aux dieux, qui firent revenir les crues. Ce récit mettait en avant l'importance de la divinité dans la vie de chacun, mais soulignait aussi le rôle crucial des prêtres et du roi pour la protection et la survie alimentaire de la population. Bienvenue dans l'agriculture dans l'Égypte ancienne. Les nouveaux types de grains, cultivés à l'époque ptolémaïque, exigeaient beaucoup d'eau. Les paysans devaient donc disposer d'une irrigation permanente et efficace. La crue et la décrue du Nil irriguaient naturellement la plupart des cultures. Les endroits qui n'étaient pas recouverts par ces eaux, comme les jardins et les potagers, nécessitaient un outil d'irrigation appelé chadouf. Le chadouf permettait de transvaser l'eau. Composé d'un long bras pivotant et d'une outre, il pouvait être facilement soulevé et abaissé. La sakia, la roue à eau, est d'invention plus récente. Sa rotation était assurée par des animaux et plongeait des récipients dans l'eau. Elle pouvait amener l'eau à une hauteur de 3,50 m et permettait un excellent contrôle de l'irrigation. Cette amélioration a permis d'irriguer des zones plus vastes et donc d'améliorer le rendement des récoltes. Le battage permettait de séparer le grain du son. Les paysans déposaient les épis sur le sol, où ils étaient piétinés par des bovins ou des ânes. On prenait bien sûr la précaution de déplacer en permanence les animaux afin qu'ils n'aient pas le temps de manger le grain. Le son et la paille étaient emportés par le vent ou récupérés pour être mêlés à l'argile et renforcer les briques au cours de leur fabrication. L'étape suivante était le vannage. Les paysans utilisaient des sortes de louches pour lancer les épis dans les airs. Le vent emportait le son et les graines plus lourdes retombaient par terre. On renouvelait l'opération jusqu'à disparition des éléments indésirables. Les déchets étaient mélangés à du fumier ou à d'autres rejets organiques pour produire des blocs utilisés comme combustible. Des sortes de moules permettaient de fabriquer en série ce sous-produit, ce qui témoigne aujourd'hui de son usage répandu. Le transport de grandes quantités de grains nécessitait des embarcations capables de charger de lourdes cargaisons. Ces marchandises étaient acheminées à la saison des crues, lorsque le Nil était assez profond pour de gros bateaux.
Ces bateaux étaient contraints de s'arrêter régulièrement pour des contrôles douaniers, et n'en repartaient que si l'état du fleuve le permettait. Lorsqu'il atteignait le port fluvial d'Alexandrie, le blé était déchargé sous le contrôle d'un fonctionnaire affecté à cette tâche. Une partie de la cargaison était acheminée au marché d'Alexandrie. Le reste était exporté ou stocké dans des entrepôts. Il existait des entrepôts de grains à travers toute l'Égypte. Les temples et institutions d'État disposaient de vastes silos et les maisons individuelles le stockaient dans des granges. Dans certaines habitations, des caves voûtées avaient été construites dans les fondations. Ces espaces étanches étaient accessibles par une trappe depuis le rez-de-chaussée. Les greniers royaux faisaient office d'entrepôts et de sites de distribution et géraient le paiement en nature des fonctionnaires, des soldats et des forces de l'ordre. Si leurs parois étaient recouvertes d'un enduit, les silos n'étaient pas parfaitement clos et se retrouvaient parfois envahis par des rongeurs. Lorsque venait le moment de préparer le grain, on le versait dans des récipients pour le moudre en une farine grossière. Cette farine était ensuite tamisée avant d'être de nouveau moulue entre des pierres. Les Égyptiens de l'Antiquité ne stockaient pas la farine. On moulait une certaine quantité de grain en fonction des besoins en farine. Les tamis utilisés par les Égyptiens ne retenaient pas le sable ni les petits fragments de pierre. La farine en contenait souvent, ce qui usait les dents de tous, riches comme pauvres. Bienvenue dans les animaux domestiques de l'Égypte ancienne. L'agriculture et l'élevage remontent à quelques 6000 ans. Les archéologues ont retrouvé des traces de bovins, d'ânes, de porcs et de chiens. On pense que les dromadaires ont été apportés par les Perses lorsqu'ils ont envahi le pays. Les animaux familiers étaient très appréciés dans l'Égypte ancienne. De nombreuses illustrations présentent des enfants accompagnés d'un animal. L'un des animaux les plus emblématiques de l'Égypte, le chat, n'est apparu dans la vie quotidienne qu'au Moyen Empire. Leur talent pour éliminer les serpents et les rongeurs a justifié la présence des chats à toutes les époques. Mais ils ne sont devenus des animaux familiers qu'au Moyen Empire. Le prince Thoutmôsis, fils d'Amenhotep III, a fait inhumer son chat Tamiyou dans son propre sarcophage. Les plus anciennes références à des chiens remontent à 5000 ans avant notre ère. C'étaient des animaux appréciés qui aidaient les chasseurs et protégeaient les troupeaux. Ils étaient étroitement associés à Anubis, le dieu à tête de chacal. Les animaux familiers comprenaient aussi des singes, dont des babouins, et des faucons. Ils étaient embaumés et inhumés avec autant de cérémonie que les membres humains de la famille. Bienvenue dans la médecine dans l'Égypte ancienne. On a trouvé des traces de soins médicaux sur les momies, et les Égyptiens de l'Antiquité ont laissé de nombreux textes couvrant aussi bien le diagnostic que le traitement. L'une des plus anciennes études chirurgicales connues est celle du papyrus d'Edwin Smith. C'est l'un des premiers documents à établir un lien entre le cerveau et les fonctions cognitives. Il cite notamment des cas de complications oculaires et de paralysie provoquées par un trauma crânien. Le marbre de Memphis, traité au vinaigre, était utilisé comme anesthésiant. Autre document de ce type, le papyrus médical d'Ebers est un rouleau de plus de 20 mètres sur 30 cm. Il détaille le traitement de 48 cas chirurgicaux et contient 877 paragraphes décrivant diverses maladies. Au-delà des approches scientifiques factuelles, ce papyrus renferme plus de 700 formules magiques et incantations pour repousser les démons et les maladies. Ceci montre à quel point les Égyptiens étaient attachés à un équilibre harmonieux entre science et religion. Les remèdes relevaient de la médecine et étaient de la responsabilité des médecins et des prêtres. Les médecins de village exerçaient souvent un autre métier au-delà des soins et de la préparation des remèdes. Un traitement contre la cécité était composé de miel fermenté, d'ocre et de colle. Il a des fondements scientifiques. Le miel est un antiseptique et l'ocre réduit le gonflement. Mais ce savoir ne suffisait pas toujours. Ramsès II est mort d'une infection due à un abcès dentaire.
Bienvenue dans la mode dans l'Égypte ancienne. La vie des Égyptiens de l'Antiquité présente de nombreuses différences, mais aussi des ressemblances saisissantes avec notre mode de vie actuel. La connaissance de la vie quotidienne des anonymes, de l'homme de la rue il y a plusieurs millénaires, nous révèle les constantes de l'humanité. Les bijoux étaient très appréciés des Égyptiens de toutes classes sociales. Les hommes comme les femmes portaient des boucles d'oreilles, des bagues et des bracelets. La quantité et la nature des bijoux portés par un individu dépendaient de son niveau social. La plupart des gens portaient des colliers de perles et des bracelets simples, notamment en cuir. Les objets colorés en terre cuite et en pâte de verre étaient très appréciés. Les membres de l'élite portaient des bijoux en or, en argent et en pierres précieuses. L'éclat de l'or étant inaltérable, il était jugé semblable à la chair des dieux. Les grands colliers étaient très prisés. Formés de rangs de perles, arrangés en forme d'animaux ou de fleurs, ils produisaient un son doux, similaire à celui d'un carillon qui était censé apaiser les dieux. Quoique idéalisés, les peintures des tombeaux témoignent de l'évolution de la mode de l'Ancien au Nouvel Empire. Les Égyptiens accordaient une grande importance à l'apparence et à la propreté. Ils veillaient à leur habillement, à leur coiffure et à leur parure. Presque tous les vêtements de l'Égypte ancienne étaient faits de lin, la qualité des étoffes étant néanmoins variée. Le lin était généralement blanc, drapé sur le corps et pincé à la taille, mais certains vêtements étaient cousus. Les hommes riches portaient de longues tuniques, des pagnes ou des kilts, tandis que les pauvres devaient se contenter d'un pagne. Les femmes portaient de longues robes et la qualité de l'étoffe témoignait de leur statut social. Les Égyptiens marchaient généralement pieds nus, mais portaient parfois des sandales en cuir ou en fibre de papyrus. Les produits de beauté, y compris les concoctions contre les odeurs corporelles et la mauvaise haleine, faisaient partie de la vie quotidienne des Égyptiens. Utilisés aussi bien par les hommes que par les femmes, les produits cosmétiques allaient de la pommade hydratante ou solaire jusqu'au maquillage. L'ocre rouge, une argile naturelle, était le produit le plus courant pour rehausser la couleur des lèvres et des joues. Le henné était utilisé sur les ongles et les lèvres, ainsi que pour la teinture des cheveux. Les femmes riches l'employaient pour la décoration de la paume des mains et la plante des pieds. Les Égyptiens pensaient que le khôl était doté de pouvoirs magiques. Et ils l'employaient pour se protéger les yeux du soleil et éviter les infections oculaires dues aux particules charriées par le Nil. Un khôl spécial de couleur verte, fabriqué à partir de malachite broyé, était porté lors des cérémonies et des rites religieux. À partir de la puberté, les femmes portaient les cheveux longs, souvent en tresse. Les femmes riches ajoutaient à leur coiffure des peignes sculptés et des épingles à cheveux. Les hommes portaient rarement leurs cheveux plus bas que les épaules. À l'époque dynastique, la plupart se rasaient, une tendance lancée par l'élite et reprise par toute la population. La reine Hatshepsut, lorsqu'elle devint pharaon, décida d'arborer une barbe postiche. Les perruques étaient très populaires. Utilisées pour cacher les cheveux blancs ou la calvitie, elles étaient tenues en place à l'aide de cire d'abeille. Les perruques les plus luxueuses, réservées à la famille royale, étaient en cheveux humains. Les autres étaient faites de lin, de laine ou de poils d'animaux. Bienvenue dans les artisans dans l'Égypte ancienne. C'est sous le regard inquisiteur de Ptah, dieu de l'artisanat et de l'architecture, que les Égyptiens ont développé leur interprétation unique du monde dans lequel ils vivaient. Mais il est important de se rappeler que leur vision de l'art et des créateurs était très différente de notre conception moderne. La culture créative ne reposait pas sur des artistes, mais sur des artisans de talent très respectés. Les spécialités majeures de ces artisans étaient le dessin, la peinture, la sculpture et le travail du métal. Les artisans de l'Égypte ancienne créaient aussi bien des œuvres d'art que des objets du quotidien. Chaque objet réalisé avait une fonction spécifique et était fabriqué par des artisans anonymes qui travaillaient seuls ou en équipe. Les activités telles que la poterie et le travail du métal étaient utilisées pour les objets du quotidien. Les objets de luxe et les illustrations artistiques étaient réservés aux rites des temples. Les artisans signaient rarement leur travail.
mais ils avaient tout à fait conscience de posséder des compétences et des talents uniques. L'art sous toutes ses formes nous offre un aperçu unique du mode de vie des Égyptiens, ainsi que de la manière dont ils voyaient le monde et la place qu'ils y occupaient. L'équilibre entre ordre et chaos était crucial pour les univers physiques et métaphysiques. Ceci explique pourquoi l'art égyptien suivait des règles stylistiques très strictes qui respectaient cette vision du monde. Des maisons aux tombeaux, en passant par les palais et les temples, les poteries, papyrus et textiles étaient essentiels à la vie quotidienne des Égyptiens de l'Antiquité. Dans l'Égypte ancienne, le dessin était utilisé pour l'illustration, comme dans le livre pour sortir au jour. C'était également la première étape de la création d'un relief, d'une peinture ou d'une statue. Les représentations bidimensionnelles se préoccupaient de l'ordre et de la forme. Elles étaient destinées à honorer les dieux et à faciliter la transition de l'âme vers l'au-delà. Sur le plan du style, les Égyptiens cherchaient à représenter l'aspect intérieur de la forme humaine. Les représentations artistiques faisaient donc passer le réalisme à l'arrière-plan pour idéaliser la jeunesse et favoriser l'harmonie visuelle. Les scènes de chasse et de combat étaient l'exception. Les paysages et les ennemis y étaient présentés de manière vivante, voire chaotique. Les animaux et les ennemis étaient empilés, comme pour représenter le chaos, alors que les Égyptiens avaient des poses solennelles qui structuraient la scène. Les Égyptiens utilisaient les bas comme les hauts reliefs. Ces deux méthodes exigeaient une surface adaptée à la technique. La préparation de la surface dépendait de la qualité de la roche. Un bloc provenant d'une carrière ne nécessitait qu'un ponçage. En revanche, le travail était plus important pour les tombeaux taillés dans la roche. La surface était souvent enduite de plâtre avant d'être sculptée. Pour les reliefs, une ébauche était dessinée en rouge. Un carroyage rouge était ensuite appliqué afin de positionner les éléments de la scène. Les ébauches étaient corrigées en noir et une fois approuvée, la scène était prête à être taillée. Cette méthode explique le nom qui était donné aux créateurs des reliefs, ceux qui tracent les contours. Les statues étaient considérées comme les conteneurs de l'âme des défunts ou des divinités. C'est pourquoi on appelait les sculpteurs ceux qui font vivre. Cette tâche divine leur valait le plus grand respect. Comme pour les reliefs, la création d'une sculpture commençait par un dessin. La plupart des statues étaient taillées dans des blocs extraits de carrières, souvent en calcaire. Mais on utilisait parfois des pierres plus dures comme le quartzite. Dans l'Égypte ancienne, le métier d'artisan était très organisé et obéissait à une hiérarchie spécifique. La plupart des artisans étaient rattachés à une institution qui leur fournissait les matières premières. Il existait 3 niveaux de travail dans l'artisanat: les foyers, les grands domaines et les ateliers des temples et des palais. La superficie des plus grands ateliers royaux pouvait atteindre 280 hectares. À l'échelon du foyer, la plupart des Égyptiens étaient plus ou moins artisans. La capacité à réparer les outils était une nécessité quotidienne. Les objets courants pouvaient aussi être troqués au marché local. Les artisans de talent, mais dépourvus de moyens, travaillaient dans de vastes domaines où l'élite leur fournissait un atelier et des matières premières. Les artisans les plus compétents étaient employés par les temples ou l'État et bénéficiaient d'un statut spécial. Ils disposaient d'ateliers très bien conçus et jouissaient d'une grande considération. Un texte ancien, appelé « La satire des métiers », nous renseigne de façon très détaillée sur la manière dont les artisans étaient perçus à cette époque. On disait du chaudronnier qu'il puait et que ses doigts ressemblaient à des déjections de crocodiles, et du potier qu'il vivait dans un marécage. Le trait était probablement grossi afin de mettre en avant la position la plus enviable, celle de scribe. Situé près de la vallée des rois, Der el-Médineh était un village créé sur ordre du pharaon pour honorer les meilleurs artisans. Ce nom pourrait être traduit par « le monastère de la ville ». Ces artisans, considérés avec respect, se voyaient dotés d'une maison et recevaient le titre officiel d'artisans royaux. Ceux qui y vivaient travaillaient dans les tombeaux de la vallée des rois et dans les temples environnants. Selon les archéologues, le site a accueilli des artisans talentueux et respectés pendant plus de 4 siècles.
il est considéré comme l'une des plus importantes découvertes sur la vie quotidienne en Égypte ancienne. L'archéologie égyptienne s'était longtemps concentrée sur les rois et les reines. Ce n'est qu'avec les fouilles de Der el-Médine que les égyptologues ont pu disposer d'une précieuse fenêtre sur la vie des artisans égyptiens de l'Antiquité. Bienvenue dans le foyer dans l'Égypte ancienne. Avant l'époque gréco-romaine, les femmes étaient considérées comme les égales des hommes sur de nombreux plans. Elles pouvaient posséder des biens, témoigner au tribunal, divorcer et hériter. Jusqu'à ce que les Grecs et les Romains restreignent leurs droits, les veuves égyptiennes pouvaient reprendre l'activité de leur époux. Les contrats de mariage comportaient des clauses financières, et les biens possédés par la femme avant le mariage demeuraient sa propriété. Certaines professions étaient réservées aux femmes, comme celle de tisseuse ou de pleureuse, tandis que d'autres étaient mixtes, comme celle de serviteurs dans les riches maisons. Le statut social avait de l'importance. Plus il était élevé, plus il était facile d'accéder à l'éducation et à certains métiers. La plupart des maisons comptaient 3 pièces. La première, l'entrée, abritait un banc de briques, probablement destiné à recevoir une statue de divinité protectrice. Venait ensuite la salle de cérémonie où l'on recevait les invités. La dernière pièce était une chambre à coucher ou une cuisine. L'ameublement était composé de sièges simples, de coffres et autres rangements. Il n'y avait pas de table familiale. Chacun disposait de sa petite table individuelle. À cette époque, le mariage tenait plus du contrat que du sacrement. La famille était très importante aux yeux des Égyptiens, et les enfants étaient considérés comme des cadeaux des dieux. Le noyau d'une famille était composé du père, de la mère et des enfants, mais sous le toit familial, on retrouvait parfois les belles-mères, les sœurs, les tantes et les belles-sœurs. Les inscriptions funéraires faisaient essentiellement référence aux chefs de famille. Autour, on trouvait l'épouse, les parents et les enfants, voire des frères et sœurs. Cette organisation s'explique du fait que le nom de famille était inconnu dans l'Égypte antique. Parents et enfants formaient une espèce d'arbre généalogique qui permettait d'identifier le défunt. Bienvenue dans le pain et la bière. Les Mésopotamiens ont inventé la bière et ont développé l'usage de la paille pour éviter les herbes et des pots. Mais les Égyptiens ont perfectionné la méthode de brassage. La qualité des bières égyptiennes était déterminée par leur teneur en alcool, leur robe et leur parfum. À l'époque pharaonique, la bière était la boisson alcoolisée la plus courante et la plus importante. L'État et les temples l'utilisaient aux côtés du pain pour payer les ouvriers, et elle faisait partie des offrandes aux dieux et aux défunts. La bière était la boisson par excellence des cérémonies et des fêtes. La fête de l'ivresse lui était même consacrée. Considérée comme très nourrissante, la bière faisait partie de la vie quotidienne des Égyptiens. Adultes comme enfants consommaient de la bière à tous les repas, et les textes médicaux contiennent des centaines de remèdes contenant de la bière. Elle est demeurée la boisson alcoolisée la plus populaire jusqu'à l'époque romaine. Les recettes de bière ont évolué au fil du temps et varié selon la qualité des ingrédients. Boulangers et brasseurs travaillaient généralement côte à côte dans le même atelier ou la même maison. De nombreuses familles produisaient la quantité nécessaire à leur consommation personnelle, mais les meilleures bières étaient brassées pour les fêtes et les grands événements. La recette la plus simple utilisait des céréales maltées comme ingrédient principal. On y ajoutait des fruits tels que les dattes, mais aussi du miel et des épices. Après cuisson, on broyait du pain afin d'amorcer la fermentation. L'introduction d'enzymes de grains transformait l'amidon en sucre et générait une sorte de bouillie. Une fois homogène, la bière était stockée dans des jarres de terre cuite scellées par un bouchon d'argile. Elle ne se conservait probablement pas longtemps et devait avoir une apparence épaisse, pâteuse. Il y avait très peu de gâchis. Le grain qui restait était réutilisé pour fabriquer du pain au levain ou mélangé au lot de bière suivant. S'il existe de nombreux textes antiques à propos de la fabrication du pain, l'essentiel de ce que nous savons sur les techniques de brassage de l'Égypte ancienne nous vient de Zosime, un alchimiste qui a vécu 3 siècles après Cléopâtre. Récemment,
Un archéobotaniste, le docteur Delwyn Samuel, a évoqué l'existence d'autres techniques de brassage antique. Les experts demeurent pourtant incapables de reproduire une bière de l'époque. En effet, nous ignorons une bonne part des techniques et des ingrédients employés par les Égyptiens de l'Antiquité. Les Égyptiens ont préparé leur nourriture à même le sol jusqu'au Moyen Empire, époque à laquelle apparurent les billots. L'introduction du blé dur améliora la qualité du pain et l'alimentation des classes moyennes et supérieures. Les pauvres, en revanche, durent continuer de se contenter d'un gruau composé d'orge, de légumes ou de pain ramolli. La pâte était pétrie à la main ou au pied. Lorsqu'elle était assez homogène, on y ajoutait des fruits, des noix, du miel et des épices. Pour la faire lever, on y ajoutait du levain provenant du brassage. Les fours, circulaires ou en forme de ruche, étaient faits d'argile ou de briques. En l'absence de four, un boulanger utilisait du sable brûlant pour fabriquer du pain plat, une technique encore utilisée par certains berbères. Les Égyptiens de l'Antiquité devaient sans cesse lutter contre les particules de sable transportées par le vent. Malgré tous leurs efforts, le sable s'insinuait régulièrement dans leurs aliments. Des particules provenant des fours et des outils employés pour moudre le grain venaient s'y ajouter et tout cela usait prématurément les dents. Notre équipe a essayé de représenter ce quotidien avec des animations de mots de dents et de personnes en train de balayer le sable. Vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, vous hein? Oh, arrêtez, je vous vois derrière là. Là, Timothée, là derrière Bobby, tu sors de là, je t'ai vu. T'es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, parce que t'avais suivi ce que je t'ai dit. Voilà, c'est bien. En début de vidéo, j'ai dit que j'allais faire une annonce. Tu veux savoir l'annonce? Bah, calme-toi en fait. L'annonce est la suivante. D'ici pas très longtemps, il va y avoir une nouvelle vidéo concept qui va arriver sur ma chaîne et qui va mélanger l'ASMR et l'histoire. Donc voilà, là c'est véritablement la fin de la vidéo. Quand vous regardez le timer, c'est la fin. Attention, il va rester 3 ou 4 secondes. Attention, 3, 2, 1...